Dans les titres de l'actualité, au Cameroun, un soldat a été tué ce week-end lors d'une attaque survenue dans la région anglophone du nord-ouest du pays. En Ouganda, un célèbre député du parti présidentiel a été assassiné en fin de semaine écoulée avec son garde du corps. Le mobile de son assassinat reste pour l'heure inconnu. Et puis au Tchad, les professions libérales du secteur judiciaire maintiennent la pression sur les autorités pour faire juger les auteurs de la fusillade en direction du palais de justice de Doba. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Au Tchad, les professions libérales du secteur judiciaire maintiennent la pression sur les autorités pour faire juger les auteurs de la fusillade en direction du palais de justice de Doba, et ce, malgré le limogeage du gouverneur du sud du pays accusé de violence contre un avocat et ses clients relâchés. Le reportage pour plus de précision. Le limogeage par décret présidentiel du gouverneur du sud du Tchad, accusé de violence contre un avocat et ses clients relâchés, est loin de faire revenir la calmie dans la maison de justice. Avocats, notaires et huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève afin que justice soit rendue. Dans leur viseur, en dehors du gouverneur, des autorités militaires et civiles impliquées dans les dites violences, mais qui, pour l'heure, ne semblent nullement inquiétés. Outre la grève, le personnel de justice entend organiser le 16 juin prochain à N'Djamena, la capitale tchadienne, une marche pacifique de protestation. La grève des avocats, notaires, huissiers de justice a débuté le 31 mai. Elle avait ainsi rejoint celle des magistrats entamée 3 jours plus tôt. Le 22 mai, un avocat de Doba, au sud du pays, s'était dit victime de tirs par des gendarmes sur sa voiture alors qu'il transportait 3 clients relâchés. Ces derniers avaient été bastonnés et emmenés dans les locaux de la gendarmerie. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Plus que le limogeage, l'exigence désormais est à la comparution sans délai du gouverneur et de ses complices pour répondre de leurs actes. Une posture qui compromet la tenue de la première session criminelle de l'année prévue du 11 au 20 juin. En Ouganda, le député proche du pouvoir Ibrahim Abiriga, figure connue du grand public qui avait milité en faveur d'une loi controversée supprimant la limite d'âge pour devenir président, a été assassiné en fin de semaine écoulée avec son garde du corps. Les assaillants portés disparus, le mobile de son assassinat reste pour l'heure inconnu. Le reportage pour plus de précision. L'Ouganda pleure l'une de ses rares personnalités atypiques, Ibrahim Abiriga. La très charismatique figure de la vie politique du pays et proche du président Yoweri Museveni aurait été abattu près de son domicile à Kampala par des hommes à bord de motos qui ont pu s'échapper. Un modus operandi déjà utilisé à plusieurs reprises par le passé. À l'annonce de son assassinat, le président Museveni a immédiatement réagi par son compte Twitter dénonçant un meurtre insensé tout en instruisant les agences de sécurité afin de trouver au plus tôt les criminels. Ancien rebelle opposé à Museveni lors de ses premières années à la tête de l'Ouganda, Ibrahim Abiriga est ensuite devenu un de ses alliés les plus fidèles, au point d'être considéré comme un fanatique du chef de l'État. Député d'une circonscription du nord-ouest du pays, proche des frontières congolaises et sud-soudanaises, il avait été un des plus fervents défenseurs de la réforme adoptée en décembre 2017, supprimant la limite d'âge de 75 ans pour devenir président. Son assassinat porte à 4 le nombre de hauts responsables froidement abattus de la même manière. À ce jour, les 3 précédents meurtres n'ont pas été élucidés. En République démocratique du Congo, les réactions se multiplient au lendemain de l'acquittement de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Aux scènes de liesse s'ajoutent désormais celles d'indignation enregistrées dans le rang d'ONG et d'anonymes défenseurs des droits de l'homme. Autour de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, la polémique se poursuit. Nombre d'ONG et d'associations de défense des droits de l'homme crient au scandale. Après plus de 10 ans de procédure et plus de 5000 victimes enregistrées, ces structures ayant mené le combat pour la justice et la fin de l'impunité peinent à comprendre la décision de la Cour pénale internationale. Jean-Pierre Bemba, libre de ses mouvements, elles l'admettent difficilement. Le sentiment est à la frustration.
Le seul espoir, désormais, est à l'ouverture des poursuites contre les autres commanditaires de ces mêmes crimes. Lors des enquêtes menées par la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et la FIDH, d'autres noms avaient été cités. Entre autres, celui du général Mustapha Moussaka, chef des opérations du MLC sur le terrain et qui n'a jamais été inquiété par la CPI. Il est toujours général dans l'armée congolaise. L'homme avait en son temps accepté de témoigner contre son ancien patron. Avec l'existence en Centrafrique d'une cour pénale spéciale dont le mandat couvre en partie les crimes sur lesquels s'était penchée la CPI, Bangui pourrait directement demander à connaître du dossier. Reste à savoir si les autorités centrafricaines seront prêtes à demander son extradition et si le gouvernement congolais acceptera à son tour de coopérer. On reste en République démocratique du Congo où l'Assemblée nationale a décidé à la quasi-unanimité de priver les Congolais vivant hors du pays du droit de vote lors de l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, censée élire un successeur au président Joseph Kabila. Le nombre, selon des chiffres du gouvernement, est estimé à 16 millions, dont une bonne partie de binationaux. L'Assemblée nationale a décidé vendredi, à la quasi-unanimité, de retirer de la loi électorale la possibilité offerte aux Congolais de l'étranger d'élire le président de la République. Selon Henri Thomas Lokondo, le député de la majorité présidentielle à l'origine de la proposition de loi, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante sont incapables d'organiser les votes des Congolais de l'étranger. Estimant qu'il faut être réaliste, le député a indiqué que les ambassades ne peuvent pas produire des listes fiables. Les Congolais de l'étranger, estimés à 16 millions, dont une bonne partie de binationaux, n'ont pas non plus voté lors des deux précédentes élections présidentielles de 2006 et 2011. Il faut dire que les Congolais de l'étranger, comme d'autres diasporas africaines, sont souvent proches de l'opposition et le manifestent sur les réseaux sociaux et dans les rues de Paris et Bruxelles. Un peu plus de 40 millions d'électeurs sont officiellement inscrits sur les listes de la commission électorale pour les élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre pour remplacer le président Kabila arrivé au terme de ses mandats le 20 décembre 2016. Agression ce week-end dans la région camerounaise anglophone du Nord-Ouest. À en croire une annonce communiquée ce dimanche, un soldat a été tué lors de cette attaque. Combats entre armées et groupes séparatistes, enlèvements et attaques diverses sont devenus presque quotidiens dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, frontalière du Nigeria. L'adjudant tué a été attaqué près de Furuawa, dans le département de la Mantoum, au nord-ouest, alors qu'il était en patrouille avec un autre militaire qui, lui, n'a pas été blessé. Selon certaines sources qui n'ont pas précisé les motivations des agresseurs, il s'agit d'un guet-apens. Le groupe de réflexion International Crisis Group indique qu'au moins 120 civils et 43 membres des forces de défense et de sécurité ont été tués depuis fin 2016, début de la crise dans ces régions qui s'est intensifiée fin 2017. Quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur domicile à la suite de ces violences, selon l'ONU, et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria voisin, selon l'Agence nigériane de gestion des urgences SEMA. Au départ cantonné aux attaques contre les symboles de l'État, les groupes séparatistes anglophones armés ont commencé début 2018 à kidnapper des fonctionnaires et des francophones ainsi qu'à s'en prendre aux entreprises étrangères qu'ils accusent de soutenir Yaoundé. De nombreuses écoles ont aussi été brûlées. Le gouvernement central a répondu par un important déploiement des forces de sécurité dans les deux régions anglophones sur les 10 que compte le pays. Hors du continent africain, en Chine, l'édition 2018 du sommet de l'OCS entendait l'Organisation de coopération de Shanghai a tenu ses engagements. C'était à Qingdao avec la présence effective du président chinois Xi Jinping. Plus de précisions à travers ce reportage. Les nombreux documents adoptés dimanche à Qingdao, la cité côtière de la Chine, auront permis de poser d'importants jalons, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Le président chinois Xi Jinping, conduisant en personne les travaux, cachait à peine sa satisfaction. Tous les défis n'ont pas pu être relevés, mais l'essentiel l'aura été.
En tant que premier sommet depuis l'entrée de l'Inde et du Pakistan dans le rang de l'organisation l'année dernière, portant ainsi à 8 le nombre de pays membres, l'événement de 2 jours a permis d'obtenir des résultats positifs en matière de sécurité, de commerce et d'économie, d'environnement et d'échanges humains et culturels, en bâtissant des plans d'avenir autour d'un consensus exceptionnel. Placé sous le signe de l'esprit de Shanghai, l'entente commune au-dessus des points de divergence, le 18e sommet de l'OCS aura en outre permis à la Chine de donner plus d'élan à son grand projet d'infrastructure des nouvelles routes de la soie à l'heure où le géant asiatique reste sous la menace de sanctions douanières américaines, prélude à une possible guerre commerciale. Lancée en 2001, principalement pour résoudre des questions frontalières, l'OCS ne fait plus profil bas. Moscou, comme Pékin, voit dans l'organisation de Shanghai un moyen sûr de faire pièce à l'influence des États-Unis et à celle de l'OTAN. Les abus de la justice, voilà ce qu'on croit ont manifesté ce samedi des dizaines de milliers de membres et de sympathisants de la gauche au pouvoir en Roumanie. Il s'agit d'une démonstration de force sans précédent à un moment où plusieurs de ces responsables sont visés par des dossiers de corruption. Les détails. C'est une initiative du Parti social-démocrate. Environ 150 000 personnes sont venues de tout le pays à bord de cars affrétés par le PSD. Les manifestants s'étaient massés à la place de la Victoire devant le siège du gouvernement. Les membres du gouvernement y ont aussi pris part. Je pense que tout le monde devrait comprendre, à commencer par le président, puis les maires et les sénateurs, que la justice doit être indépendante pour faire son travail dans des conditions dignes et normales. Ce que l'État parallèle doit savoir et toujours se rappeler, c'est que nous sommes une démocratie. C'est la volonté populaire. Condamné en 2016 à 2 années de prison avec sursis pour fraude électorale et menacé par un verdict imminent dans un autre procès, le président du PSD se dit victime d'une structure souterraine qui parasite les institutions de l'État. Depuis le retour de son parti à la tête de la Roumanie fin 2016, il n'a pas cessé d'accentuer la pression sur les magistrats. Et puis, les membres de l'Organisation internationale du travail OIT ont pris ce vendredi à Genève une décision importante. Il s'agit d'élaborer d'ici à 1 an un traité international sur la violence et le harcèlement au travail. Alors que le mouvement MeToo poursuit sa lancée, la 107e session de la Conférence internationale du travail s'est penchée sur le harcèlement en milieu de travail. Les représentants des gouvernements, des employeurs et des employés de 187 États membres de l'OIT ont adopté une résolution. Cette dernière demande que l'agence de l'ONU adopte des normes sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Il a fallu, avant, une dizaine de jours de discussion. Ces normes devraient prendre la forme d'une convention contrainte complétée par une recommandation. La convention, qui doit désormais être rédigée, devra être formellement approuvée en juin 2019 lorsque l'OIT célébrera ses 100 ans. En effet, la résolution demande que la Convention interdise toutes les formes de violence et de harcèlement dans le monde du travail, prévoit la mise en place de sanctions par les pays et garantisse l'existence de moyens d'inspection. Dans les titres de l'actualité, au Cameroun, un soldat a été tué ce week-end lors d'une attaque survenue dans la région anglophone du nord-ouest du pays. En Ouganda, un célèbre député du parti présidentiel a été assassiné en fin de semaine écoulée avec son garde du corps. Le mobile de son assassinat reste pour l'heure inconnu. Et puis au Tchad, les professions libérales du secteur judiciaire maintiennent la pression